Alors récemment j'ai pas mal joué à Bloodstained Ritual of the Night. Enfin récemment, au moment où j'ai écrit ce script, à savoir quand le jeu est sorti, à savoir l'été dernier. Le jeu est très bon, l'histoire plutôt sympa et c'est un digne successeur au Castlevania. Cependant quelque chose m'a turlupiné, quelque chose qui vous est répété tout au fil du jeu mais qui va à l'encontre des mécaniques de gameplay. Bon, une présentation et une mise en contexte s'imposent. Bloodstained Ritual of the Night est un jeu d'action-aventure sorti sur PC et console le 18 juin 2019. Développé par les équipes d'Artplay, WayForward, Dico et édité par 505 Games, le tout dirigé par Koji Igarashi, assistant réalisateur de Castlevania Symphony of the Night et producteur de la série depuis Harmony of Dissonance. Le jeu est un Metroidvania dans lequel vous incarnez Miriam, une Shardbinder qui doit explorer un mystérieux château pour retrouver et sauver son ami d'enfance, Gible. Pour ce faire, vous aurez accès à de nombreuses armes, comme les couteaux, les bottes de fer, les épées, les fouets, les flingues, les lances, la bonne grosse hache de guerre, et des sortilèges en tout genre. Il y a 6 types de sorts dans le jeu, à savoir les sorts d'attaque, pistolet à eau ou les invocations « Va mon fidèle chimpanzé », les sorts de direction qui consistent majoritairement à tirer des projectiles, les sorts de manipulation comme courir, vous soigner, vous métamorphoser, les passifs pour augmenter vos stats, comme l'attaque ou la résistance au poison, les compétences avec le classique double saut, marcher sous l'eau ou inverser la gravité, et les familiers où vous invoquez une créature pour vous assister, comme ici un chevalier de lumière, une épée ou votre meilleur ami. Si j'apprends qu'il existe une peluche de cette fée, je la prends direct. Tout ça pour vous montrer que les sorts sont une partie importante du gameplay. Vous les obtenez naturellement en explosant des monstres, donc vous êtes obligé de les obtenir, donc vous êtes obligé de vous en servir pour avancer, donc vous êtes obligé d'alterner entre eux pour survivre. Désolé Johan, il est super ton smoothie, tu fais des spaghettis de tueur, mais mon sort de soin est juste plus efficace. Allez, sans rancune. Pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien passons à l'histoire. Nous sommes au XVIIIe siècle, en pleine révolution industrielle. La science commence à prendre plus d'importance que la magie, et la guilde des alchimistes décide de créer un problème et sa solution pour garder leur contrôle sur le pays. Le problème, invoquer des démons. Une tactique somme toute classique. Pour cela, ils créent des Shardbinders, des humains et surtout des enfants fusionnés avec des cristaux d'énergie démoniaque qui leur donnent des pouvoirs. En sacrifiant ces gens, la guilde invoque trop de démons et perd le contrôle. L'Angleterre fut détruite en bonne partie et la guilde réduite à néant. 2 personnes survivent à tout ce massacre. Notre protagoniste, Miriam, qui est plongée dans un sommeil artificiel, et Jebel, son ami, qui a appris à cette dernière à contrôler ses pouvoirs et avoir foi en elle-même. Les démons sont bannis par l'église et tout est bien qui finit bien. Sauf que... Forcément. 10 ans plus tard, un château apparaît sur une île et les démons reviennent. Miriam se réveille et, accompagné de Johan, un ancien membre de la guilde des alchimistes, ils partent vers cette île pour sauver les jambons et bannir les démons une bonne fois pour toutes. Rapidement, Johan apprend au joueur indirectement que les cristaux dans les corps des Shardbinders les consument petit à petit, transformant ces derniers en statues. S'il a pu ralentir la cristallisation de Miriam, ce n'est pas le cas de Jigo, qui n'est plus que son cœur et ses magnifiques cheveux pour lui. Je serais presque jaloux. On peut enfin jouer et en affrontant nos premiers démons, l'inévitable arriva. Miriam absorbe un cristal de démon et obtient son pouvoir. Johan nous dit immédiatement qu'absorber les cristaux d'autres démons est une mauvaise idée, car cela risque d'accélérer la transformation de Miriam. Arrivée sur l'île, Miriam sauve Dominique et la jeune Anne. Dominique est une bonne sœur, envoyée par l'église pour ses pouvoirs d'exorciste. S'occupant de la boutique, elle rappelle que c'est une mauvaise idée de garder trop de cristaux sur nous, et propose à notre protagoniste de s'en libérer, recevant de l'argent au passage. À partir d'ici, les PNJ, et surtout ces deux-là, vous rappellent que c'est dangereux d'absorber les cristaux, et que Miriam risque sa vie si elle en utilise trop. Et si vous avez suivi un petit peu, cela entre en contradiction directe avec le gameplay. Si Miriam, ayant la fougue de la jeunesse, ne s'en plaint pas trop... Bon, on va dire qu'elle est neutre, les autres PNJ nous rabâchent régulièrement que c'est une mauvaise chose. Sauf qu'en tant que joueur, on a envie de récupérer ces cristaux, et le jeu nous y invite et nous récompense si on le fait. Si vous récupérez plein de cristaux, vous aurez plein de sorts différents. Mais en plus de ça, si vous avez plusieurs cristaux d'un même sort, il montera en rang et deviendra plus puissant et plus efficace. Comment voulez-vous éviter ça si même tuer les chauves-souris vous donne des pouvoirs? Ceci est ce qu'on appelle une dissonance ludonarrative. Ah, oula, j'ai sorti la phrase que les gens sortent en soirée pour se la péter. Mais plus sérieusement, une dissonance ludonarrative, c'est quoi? La dissonance ludonarrative est un problème spécifique à l'univers du jeu vidéo, où le gameplay contredit d'une certaine manière l'histoire qu'essaye de raconter le jeu. Le terme fut mentionné pour la première fois par Clint Hawkins, un ancien directeur artistique chez Ubisoft... Non, LucasArts? Ah non, Amazon Game Studio? Ah bah en fait il est retourné à Ubisoft, mais à Toronto ce coup-ci. Bref, par Clint Hawkins en 2007, alors qu'il critiquait le premier Bioshock, qui d'après lui mettait en avant l'idée d'altruisme par l'histoire, sauver les autres, tout ça, alors que le gameplay encourage à penser à sa pomme. Alors, je connais pas du tout Bioshock, mais je peux imaginer quelque chose à partir des Little Sisters, des PNJ qu'il faudra sauver au fil du jeu, mais que vous pouvez tuer pour voler leur Adam et devenir plus fort. Alors après avoir vu les cinématiques du jeu, je comprends un peu mieux là où il voulait en venir. Si personnellement il m'est naturel de sauver des vies dès que possible dans le jeu vidéo, pour un joueur qui vient de passer les 2 dernières heures à tirer sur tout ce qui bouge et looter des cadavres, sauver une petite fille zombie à l'apparence repoussante peut être contre-intuitif. Un exemple plus parlant est le début de Tomb Raider, le reboot de 2013, où dans une scène, Lara se sent mal après avoir tué un cerf, prend toute une minute pour nous montrer à quel point elle s'en veut, mais immédiatement après débloque une compétence donnant des récompenses supplémentaires lorsque vous tuez ou fouillez des cadavres animaux. Si on prend plus de recul, ou considère les choses au premier degré,
Ce qui peut être considéré comme une dissonance ludonarrative devient plus vaste, car après tout, le double saut, l'inventaire ou certaines mécaniques de gameplay ne suivent pas forcément le bon du réel ou les descriptifs du jeu. Par exemple, dans Overwatch, Genji est le seul à pouvoir faire des doubles sauts, alors que Ange a des ailes et Pharah un jetpack. Ou dans Pokémon, il est dit que le souffle de Dracofeu peut faire fondre des rochers, ou que Regis est tellement froid qu'il peut se baigner dans la lave sans fondre. Mais en jeu, Dracofeu ne fera que la moitié des dégâts face à un petit proche, et Regis n'a pas de résistance au feu, parce que ça briserait l'équilibre du jeu. Si on regarde autrement la chose, on se rend compte que le problème dépend grandement de la suspension consentie de l'incrédulité. Pour faire simple, tant que l'histoire a du sens, on s'y investit et on y croit. Et on ne peut pas vraiment reprocher au jeu une partie de ses propres règles. Genre dans un RPG, même si les cinématiques donnent un sentiment d'urgence, on sait parfaitement que rien n'arrivera tant que notre personnage ne franchit pas une certaine zone. Genre dans Dragon Quest, la météorite arrive. Bon, bah je vais gagner quelques niveaux avant de me frotter. Mais ça paraîtra plus étrange si l'effort n'est fait qu'à moitié. Nos Pokémon épée et bouclier, lorsqu'ils disent que tout le monde a été évacué, c'est cool qu'ils aient retiré les PNJ dans le stade pour appuyer cette affirmation, mais par contre les PNJ à l'extérieur du stade sont toujours là et leur boîte de dialogue ne reflète pas du tout la situation. Cette dissonance c'est quelque chose que les créateurs cherchent à tout prix à éviter, mais c'est une tâche qui devient plus difficile proportionnellement à la liberté donnée aux joueurs. La moindre erreur peut briser l'immersion, et c'est exactement ce qui est arrivé à Fallout 4. Dans la cinématique d'intro, on se fait en sorte de donner de l'empathie pour le personnage et donner cette sensation d'urgence pour sauver le bébé. Mais la plupart des joueurs vont plutôt faire un paquet de quêtes secondaires avant de revenir à l'histoire principale. J'ai même lu le post d'une fille qui, après avoir joué 60 heures au jeu et vécu l'équivalent de 2 mois in-game, trouvait perturbant que dans la cinématique, le personnage soit en état de choc, comme si le bébé avait été kidnappé 1 heure auparavant. Et du coup, cela veut dire que toute la liberté qu'a le joueur n'a aucun impact sur l'histoire et le développement du personnage. Mais en face, Zelda Breath of the Wild est un excellent contre-exemple. La liberté donnée au joueur ne se fait pas empiéter par l'histoire. Prendre son temps, s'entraîner, trouver des meilleurs équipements et voulu par le jeu. La contrepartie, c'est que beaucoup de joueurs trouvaient le jeu vide côté interaction avec les PNJ. Mais cette remarque veut simplement dire que le jeu a réussi à transmettre son idée d'isolement. Mais du coup, comment est-ce qu'une dissonance ludonarrative peut-elle être créée? Eh bien parfois, il arrive que le gameplay soit pensé avant l'histoire, et quand les détails du scénario sont finis, il est parfois malheureusement trop tard de changer des détails qui sont peut-être pas si importants que ça. Les descriptions du Pokédex aident au world building, mais n'affectent jamais le gameplay. Et parfois c'est l'inverse, l'histoire est finie avant de penser au gameplay. On voit l'exemple de Fallout 4, où l'histoire est pensée pour être jouée dans un ordre précis, mais la liberté donnée aux joueurs pose forcément problème à un moment. Ou dans un cas plus léger, les compétences du personnage ne sont pas les mêmes entre les phases de jeu et les cinématiques. Genre Sora, Donald et Dingo connaissent des sorts de soins, ils peuvent totalement sauver Flint. Du coup, lors de la création de jeu, les développeurs font en sorte d'éviter le problème le plus possible. Généralement en ayant un gameplay qui colle aux compétences du personnage, mais qui ne s'aventure pas trop dans des terrains inconnus. Parfois, un gameplay ou un style de jeu est spécialement construit pour l'histoire, et pour coller le plus possible au scénario, ou alors des événements secrets pour coller à une situation. On pense bien évidemment à Undertale, mais certains combats de Dragon Quest 11 collent aussi. Mais la raison pour laquelle ce genre d'exemple est plus rare, c'est parce que l'ajout d'animation ou créer un style de jeu différent demande du temps, et donc plus d'argent. Finalement, au cours de mes recherches, une question est assez souvent revenue. Plutôt que de laisser la dissonance narrative être un problème ou un obstacle, serait-il possible de l'utiliser au profit de l'histoire? Bon, honnêtement, j'espère qu'un jeu existe ou existera qui me prouvera le contraire. Mais je pense que non. D'un côté, une harmonie ludonarrative est comme un bon sound design. Si l'immersion est complète, alors ça ne se remarque pas. De l'autre, même si je suis complètement pour une scène méta brisant le 4e mur, une dissonance provoquée volontairement et du coup prévue par le scénario n'en est pas vraiment une, puisqu'elle doit sortir le joueur de son immersion. J'ai vu The Stanley Parable revenir dans mes exemples, mais si le scénario consiste à ne pas suivre le scénario, bah du coup ça fait partie du scénario. Donc malheureusement, contrairement à ce que j'ai pu lire, et à cause de la grande diversité de ce qui peut être considéré comme une dissonance ludonarrative, bien je pense que ça restera un obstacle. Un obstacle de plus en plus grand au fur et à mesure qu'on fait des histoires plus importantes et la durée toujours plus longue. Mais c'est aussi ce qui permet de différencier le bon du mauvais. Si l'histoire fut assez immersive pour qu'un mec random comme moi fasse une fixette sur un élément pas si important de l'histoire, alors je pense qu'on peut dire que l'histoire est de bonne qualité. En vrai, je sais pourquoi les personnages de Bloodstained répètent à Miriam de ne pas absorber trop de cristaux. Johan s'inquiète pour elle, Alfred ne veut pas qu'elle finisse comme Jibel, et Dominique veut voler ses pouvoirs. Quoi? Ah oui, parce qu'en fait Dominique c'est la méchante et... Il faut que je l'arrête, sinon il va spoiler tout le jeu. Il va falloir que j'utilise ceci. Yep. Phew, on n'est pas passé loin.